Lorsque tu maîtrises ton esprit, tu maîtrises ta place dans le monde. Car tout commence à l'intérieur de toi, tes décisions, tes réactions, ta force, et même ce que tu interprètes comme un problème. Si tu ne gouvernes pas cet espace intérieur, tu te tromperas davantage, tu souffriras davantage. Chaque situation te contrôlera. Chaque personne t'affectera. Chaque difficulté te fera perdre ton centre. Et cela arrive pour une raison simple, on ne peut pas marcher avec assurance sur un territoire que l'on ne connaît pas. Si tu ne comprends pas ce qui se passe en toi, tu glisseras toujours aux mêmes endroits. Les stoïciens l'avaient compris mieux que quiconque. Ils ont vécu en Grèce à une époque où elle façonnait la pensée du monde. Ils ont vécu à Rome lorsque celle-ci gouvernait des continents entiers. Et Marc Aurèle, qui fut littéralement l'homme le plus puissant de la Terre, disait quelque chose de très simple. Avant de gouverner le monde, je dois me gouverner moi-même. Cette phrase résume tout. Ce message parle d'autodiscipline, de clarté, de posture mentale. Il parle de cette force qui ne dépend ni des circonstances ni des autres. Il montre comment le stoïcisme t'enseigne à maîtriser ton environnement, tes émotions, tes réactions et la vie elle-même, non pas par la force brute, mais par la conscience. Tu vas découvrir 9 stratégies stoïciennes pour fortifier ton esprit, construire un succès authentique, avoir un impact réel dans ton monde, et surtout, garder le contrôle sur qui tu es. Car il n'existe qu'un seul type de pouvoir qui demeure en toute situation, le pouvoir de te gouverner toi-même. Et lorsque tu te gouvernes toi-même, tout autour de toi se réorganise. Tes relations changent. Tes décisions deviennent plus justes. Les opportunités apparaissent différemment. Ton attitude se transforme. Rien n'est plus puissant qu'un esprit qui sait exactement qui il est. Avant d'aller plus loin, souviens-toi que si ce message est arrivé jusqu'à toi, c'est parce que quelqu'un l'a soutenu, l'a partagé, l'a recommandé. À ton tour, fais circuler cette énergie positive afin que la chaîne ne se rompe pas. Entrons maintenant dans les 9 stratégies stoïciennes qui vont renforcer ton esprit. Numéro 1, mets-toi à ta place. Il arrive un moment dans la vie où tu dois décider qui est aux commandes, toi, ou le monde qui t'entoure. Pour les stoïciens, cette décision commençait toujours au même endroit, dans le positionnement intérieur, sur cette ligne invisible où tu déclares, pour toi-même, que personne d'autre n'a autorité sur ton esprit. Ils savaient s'imposer sans élever la voix, sans se disputer, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils se mettaient à leur place parce qu'ils connaissaient leurs capacités, comprenaient leurs forces et avaient la conscience claire qu'aucune circonstance extérieure n'avait le pouvoir de diriger leurs réactions. Pense à Épictète. Né esclave, humilié, maltraité, il a entendu des insultes que beaucoup n'auraient pas supportées. Et pourtant, lorsqu'on lui donnait la parole, il ne restait pas silencieux par peur. On raconte que lorsque son maître tenta de lui briser la jambe, il dit calmement : « Tu peux enchaîner ma jambe, mais même Zeus n'a pas le pouvoir de briser ma liberté de choisir. » Ce n'est pas une belle phrase philosophique destinée à impressionner. C'est une vérité dure sur la vie, rien de ce qui t'arrive n'a le pouvoir de briser ta liberté de choix. Aucune provocation. Aucune critique. Aucun problème inattendu. Aucune difficulté placée sur ton chemin. Quand tout semble hors de contrôle, il reste toujours un point qui demeure entre tes mains, ta manière de réagir. Et c'est précisément là que naît ton pouvoir. C'est là que tu te mets à ta place. C'est là que tu t'imposes. Ne cède pas ce droit parce que quelqu'un t'a coupé la route. Parce que quelqu'un t'a parlé durement. Parce que quelqu'un a méprisé ton opinion en réunion. Ne renonce pas à ton pouvoir parce que quelqu'un a essayé de te déstabiliser. Respire. Observe. Puis affirme intérieurement, avec une fermeté silencieuse, « Je maîtrise mon esprit. Je maîtrise mes réactions. » Lorsque tu fais cela, tout problème perd la moitié de sa force. La situation cesse de paraître gigantesque. Elle cesse de t'entraîner. Elle cesse de te contrôler. Elle devient simplement ce qu'elle est réellement, un événement, pas une condamnation. Les stoïciens n'avaient pas le contrôle sur ce qui pouvait leur arriver, mais ils dominaient totalement ce qui se passait en eux. C'est ainsi qu'ils dominaient leur destin. Se mettre à sa place ne signifie pas être dur ou inflexible. Cela signifie savoir qu'il existe une limite que personne ne franchit, la limite de ton domaine intérieur. Et le plus important, c'est que ce pouvoir n'est ni un talent, ni une question de génétique, ni une affaire de chance. C'est un entraînement mental et il est accessible pour toi, dès maintenant. Numéro 2, ne sois esclave de rien. Sénèque disait, « Montre-moi un homme qui ne soit pas esclave. » Puis il ajoutait, « Certains sont esclaves de la cigarette. D'autres du sexe. D'autres encore de l'argent. Beaucoup sont esclaves de la paresse, et presque tous le sont de la peur. » Pour lui, il n'existait pas d'esclavage plus honteux que celui qui naît en nous-mêmes, celui des décisions que nous répétons sans en avoir conscience, des habitudes que nous acceptons sans les remettre en question. Voici la partie la plus difficile à entendre, l'esclavage intérieur. Ce type d'enfermement que personne ne voit, mais qui te consume en silence. Car tout ce dont tu ne peux pas t'éloigner,
tout ce que tu ne parviens pas à diminuer, à mettre en pause ou à contrôler, finit par te dominer. Tu crois être aux commandes, mais en réalité tu es entraîné par des impulsions que tu n'as jamais choisies consciemment. Et voici la vérité que presque personne ne veut entendre. Aucune évolution morale, émotionnelle, physique ou financière ne se produit sans un choc de conscience. Un moment où tu te regardes en face et où tu comprends que quelque chose te vole ta liberté, draine ton énergie, brouille ta clarté. Les stoïciens ne disaient pas cela pour humilier ou condamner. Ils le disaient pour réveiller. Pour rappeler que l'être humain possède un potentiel immense, mais que ce potentiel s'évapore lorsque tu cèdes à ces petites exceptions. Car c'est ainsi que commence l'esclavage moderne. Non pas par de grandes chutes spectaculaires, mais par de petits « juste pour aujourd'hui ». Ce n'est pas grave. Personne ne le saura. Chaque petit écart semble innocent, jusqu'à ce qu'il devienne une chaîne. Une dépendance. Une fuite. Une prison. Chaque fois que tu cèdes à l'impulsion la plus facile, à l'aliment que tu avais promis d'éviter, à la distraction qui paralyse ta concentration, à l'habitude que tu avais juré d'abandonner, tu ne fais pas que répéter un comportement. Tu abandonnes une part de ton pouvoir. C'est ainsi que l'autodiscipline se perd, grain par grain. C'est ainsi que le contrôle s'effrite, jour après jour. C'est ainsi que l'esprit, autrefois ferme, commence à s'incliner devant ce qu'il devrait diriger. Mais il y a ici une vérité libératrice. L'autonomie ne naît pas lorsque tu vains quelque chose d'énorme. Elle naît lorsque tu refuses ce qui t'enchaîne intérieurement une fois, 2 fois, 10 fois jusqu'à ce que la chaîne rouille et cède. Les stoïciens croyaient profondément en cela, il n'existe pas de grandeur sans liberté, et il n'existe pas de liberté sans maîtrise intérieure. Et cette maîtrise commence maintenant, lorsque tu regardes tes propres dépendances en face et que tu déclares « Rien ne me gouverne. Rien n'a plus de pouvoir sur moi que moi-même. » Voilà la déclaration qui change tout. Voilà le véritable début de ta force mentale. Voilà le commencement de ta liberté. Numéro 3, définis tes limites. À un moment de ta vie, tu dois décider jusqu'où tu es prêt à aller pour toi-même, et à partir de quand tu n'iras plus loin pour personne. Car lorsque tu ne définis pas tes limites, le monde les définit à ta place. Et presque toujours, il les définit mal. Les gens poussent, testent, franchissent des frontières invisibles. Et avant même que tu t'en rendes compte, ce qui n'était qu'une petite intrusion devient un territoire entier occupé. Tes émotions, ton esprit, ton énergie, ta paix. Les limites ne sont pas des murs destinés à éloigner les autres. Ce sont des portes qui protègent ce que tu ne peux pas te permettre de perdre, ta clarté, ta dignité, ta force intérieure. Si tu ne décides pas ce qui est acceptable et ce qui dépasse la ligne, quelqu'un d'autre le fera inévitablement à ta place. La vérité est simple et inconfortable, tout ce que tu tolères devient une règle. Tout ce que tu acceptes en silence devient une habitude. Tout ce que tu permets une fois se répète 10 fois. C'est ainsi que beaucoup perdent le contrôle de leur propre vie. Non pas à cause de grandes tragédies, mais à cause de petites invasions quotidiennes qu'ils n'ont jamais eu le courage de nommer comme des limites brisées. Réfléchis à ceci. Lorsque tu supportes des remarques malveillantes. Lorsque tu avales de petits manques de respect. Lorsque tu portes les déchets émotionnels des autres comme si c'était ta responsabilité. Tu n'es pas simplement bienveillant. Tu es envahi. Et chaque invasion silencieuse te vole une part de ta force mentale. Maîtriser ton esprit ne consiste pas seulement à penser avec clarté. C'est savoir où tu te termines et où l'autre commence. C'est reconnaître qu'il existe en toi une ligne sacrée que personne ne doit franchir. C'est comprendre que ta paix a de la valeur et que cette valeur doit être protégée avec fermeté, non pas avec agressivité, mais avec conscience. Définir des limites est un acte profond de respect envers toi-même et de maturité émotionnelle. C'est regarder une situation et dire, avec calme et assurance, « Ceci, je l'accepte. Ceci, je ne l'accepte pas. Cela, je le reçois. Cela, je le refuse. » Non par orgueil. Non par esprit de confrontation. Mais parce que tu as enfin compris que ton esprit n'est pas un territoire ouvert. C'est un espace qui a besoin d'ordre, de respect et de protection. Lorsque tu définis clairement tes limites, quelque chose de puissant se produit. Les envahisseurs reculent. Les problèmes diminuent. Les bruits perdent de leur intensité. Et pour la première fois, tu ressens le poids et la force de ta liberté intérieure. Cette sensation que ta vie est revenue entre tes mains. Les stoïciens le savaient. Ils ne contrôlaient pas le monde extérieur, mais ils contrôlaient qui pouvait entrer dans leur monde intérieur. Et c'est pour cela qu'ils étaient inébranlables. La limite que tu définis aujourd'hui devient la force que tu ressentiras demain. Personne ne peut tracer cette ligne à ta place. La ligne est à toi. Le choix est à toi. La protection aussi. Numéro 4, écris tes valeurs. Avant de gagner en force dans le monde, tu dois gagner en clarté à l'intérieur de toi. Les stoïciens le savaient. Ils comprenaient que la vie commence à se désordonner précisément au moment où nos valeurs cessent d'être conscientes, écrites, visibles, et deviennent de simples intentions floues dans notre esprit.
Or, toute personne qui vit uniquement dans l'intention vit dans l'égarement. Car rien n'est plus dangereux que d'avancer sans direction. Peut-être ne t'es-tu jamais arrêté pour écrire tes valeurs. Mais réfléchis un instant, comment peux-tu espérer avoir confiance en toi si tu ne sais même pas clairement ce que tu défends? Comment peux-tu prendre de bonnes décisions si tu ignores les principes qui te soutiennent? Comment peux-tu ressentir la paix si tu n'as pas encore décidé ce qui est non négociable pour toi? Des chercheurs ont passé 25 ans à analyser des entreprises et ont découvert quelque chose d'impressionnant. Les sociétés qui avaient leurs valeurs écrites avec une clarté absolue ont enregistré des performances jusqu'à 700% supérieures à celles qui n'en avaient pas. Pas parce qu'elles étaient plus intelligentes, mais parce qu'elles avaient un cap. Écrire ces valeurs, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. On cesse de trébucher. Et dans la vie personnelle, c'est exactement pareil. Notre esprit fonctionne de la même manière. Ce qui est clair à l'intérieur se reflète dans les résultats à l'extérieur. Voici le véritable défi. Quelles sont les valeurs qui soutiennent la personne que tu cherches à devenir? Que défends-tu lorsque personne n'applaudit? Que protèges-tu lorsque personne ne te regarde? Qu'est-ce que tu ne négocierais jamais, même si cela te coûtait du confort, du temps, de l'énergie ou de la réputation? Est-ce ta famille? Ta foi? Ta santé? Ta discipline? Ta liberté? La vérité? La compassion? Le courage? La responsabilité? Écris-les. Oui, écris-les. Car l'esprit oublie, mais le papier ne trahit pas. Lorsque tu places ces valeurs devant toi, quelque chose change intérieurement. C'est comme si une ligne invisible devenait soudain inviolable. Et comprends ceci, ce ne sont pas tes discours qui révèlent tes valeurs. Ce sont tes actions. Ce n'est pas ce que tu dis apprécier. C'est ce que tu fais lorsque tu es fatigué, irrité, incertain ou sous pression. C'est dans ces moments-là que ton âme se dévoile. C'est là que ton caractère apparaît. C'est là qu'il parle le plus fort. Écrire tes valeurs, c'est faire un serment. Un engagement silencieux envers la meilleure version de toi-même. Plus tu vis en cohérence avec ces valeurs, plus tu ressens de légèreté. Plus tu construis de cohérence. Plus ta confiance grandit. Car rien n'apporte plus de paix que de savoir que ta vie a un principe, une direction et une vérité. Alors fais-le aujourd'hui. Écris. Déclare sur le papier ce qui te soutient. Et chaque fois que la vie te mettra à l'épreuve, reviens à cette feuille et souviens-toi, celui qui a ses valeurs écrites ne se perd jamais. Numéro 5, ce que tu penses, tu le deviens. Il existe quelque chose qui façonne ta vie en ce moment même. Même pendant que tu écoutes ces mots, ce que tu penses lorsque personne ne te voit, ce que tu te répètes en silence à propos de toi-même, de ton avenir, de ce que tu mérites ou crois ne pas mériter. Nous ne sommes pas ce que nous proclamons à voix haute. Nous devenons ce que nous pensons de manière répétée. Chaque pensée insistante creuse un sillon dans l'esprit. Avec le temps, ce sillon devient un chemin. Puis une habitude. Puis une identité. Les stoïciens avaient compris cela bien avant la psychologie moderne. La pensée n'est pas un simple commentaire intérieur. C'est un acte créateur, une force qui organise ta manière de voir le monde et de te voir en son sein. Réfléchis simplement à ceci. Si, au fond de toi, tu crois que tu es faible, tu agiras comme quelqu'un de faible. Tu reculeras. Tu te feras petit. Tu diras, ce n'est pas pour moi, avant même d'avoir essayé. Si tu crois que tu es capable, tu ressentiras peut-être de la peur, mais tu avanceras malgré elle. Et le monde ne répond pas à tes souhaits. Il répond à tes actions. Tout ce que tu vis, les résultats que tu récoltes, le courage que tu ressens ou l'insécurité qui te paralyse, obéit à une loi infaillible, la cause et l'effet. Rien ne naît de rien. Rien ne se produit dans le vide. D'abord vient la pensée. Ensuite la décision. Puis l'habitude. Et enfin, la réalité. La Bible l'exprime d'une manière qui traverse les siècles, ce que l'homme sème, il le récoltera. Ce n'est pas seulement une idée religieuse. C'est une loi de la vie. L'esprit est le sol. La pensée est la graine. Ta vie est la récolte. Si tu sèmes chaque jour des pensées de défaite, de comparaison, de ressentiment ou de doute, tu arroses un champ entier d'insécurité, d'anxiété et de paralysie. On ne peut pas récolter la confiance sur une terre où l'on n'a semé que la peur. Mais lorsque tu commences à choisir consciemment ce que tu veux planter dans ton esprit, quelque chose change. Lorsque tu décides de te répéter, je peux apprendre. Je mérite de m'améliorer. Je suis capable de supporter l'inconfort de la croissance. J'ai de la valeur, même lorsque personne n'applaudit. Alors le terrain intérieur se transforme. Le corps réagit. Les décisions changent. La posture change. L'énergie change. Et peu à peu, la réalité commence à s'aligner avec ce que tu as choisi de croire. Ce n'est pas de la magie. C'est de la cohérence. Tu penses différemment. Tu agis différemment. Et la vie répond à ce nouveau niveau d'attitude. Voici donc ton défi stoïcien. Pendant les 7 prochains jours, choisis une phrase qui renforce la personne que tu veux devenir.
Répète-la chaque jour, à voix basse ou en pensée, surtout lorsque le doute apparaît. Cela peut être, je maîtrise mon esprit. Je peux apprendre n'importe quoi. Je mérite une vie ordonnée. Ma valeur vient de moi. Écris cette phrase sur une feuille. Place-la à un endroit visible. Relis-la lorsque la peur surgit. Tu ne cherches pas à te mentir. Tu entraînes le terrain d'où naît ta vie. Car au bout du compte, le monde peut te défier. Mais c'est ton esprit qui décide jusqu'où tu peux aller. Si tu changes ce que tu sèmes à l'intérieur, la récolte à l'extérieur n'aura d'autre choix que de changer aussi. Numéro 6, nettoie ton esprit. Un esprit encombré, surchargé, constamment occupé, ressemble à une petite pièce dans laquelle tu essaies de vivre au milieu du chaos. Rien ne circule. Rien ne s'ordonne. Rien ne respire. Les stoïciens disaient qu'un esprit trop rempli perd sa force, sa clarté et sa direction. C'est pourquoi ils pratiquaient une habitude qui semble simple, mais qui change absolument tout, nettoyer l'esprit chaque jour, comme on enlève l'excès pour enfin voir l'essentiel. Marc Aurèle le faisait en écrivant. Sénèque le faisait en réfléchissant profondément. Épictète le faisait en remettant en question ses propres pensées avant d'y croire. Chacun avait sa méthode, mais tous poursuivaient le même objectif, ne pas porter un poids inutile. Toi aussi, tu portes trop de choses. Tu portes d'anciennes conversations. Des préoccupations qui ne sont même pas les tiennes. Des peurs qui ne se sont jamais réalisées. Des attentes qui te mettent sous pression. Des pensées recyclées qui tournent en boucle dans ta tête comme une machine qui ne s'arrête jamais. Plus tu accumules, moins il reste d'espace pour ce qui compte réellement. L'esprit n'a pas été conçu pour vivre encombré. Il a été conçu pour fonctionner avec de l'espace, pour penser avec clarté, ressentir avec conscience, décider avec calme. Nettoyer ton esprit est donc un acte de protection, pas un signe de faiblesse. Imagine ton esprit comme une table de travail. Si elle est couverte de papier, d'objets, de déchets, de miettes, de restes d'hier, tu ne peux pas travailler correctement. Tout devient distraction. Tout encombre. Mais lorsque tu nettoies la table, lorsque tu organises l'espace, le simple fait de la regarder t'apporte déjà tranquillité, concentration et présence. Il en va de même pour l'esprit. Un esprit clair réagit mieux, souffre moins, choisit davantage. Tu commences à distinguer ce qui est réel de ce qui est une invention de l'anxiété, ce qui est urgent de ce qui n'est que du bruit, ce qui t'appartient de ce qui n'est qu'une projection des autres. Nettoyer l'esprit ne signifie pas effacer les problèmes ni prétendre qu'ils n'existent pas. Cela signifie choisir consciemment ce qui mérite de rester. Dire, cela, je l'affronte. Cela, je le laisse partir. Cela, je refuse de le porter. C'est là que tu récupères le contrôle. C'est là que tu récupères ton énergie. C'est là que tu redeviens toi-même. Fais comme les stoïciens. Arrête-toi quelques minutes chaque jour et observe tes pensées, comme on observe le ciel. Certaines sont de simples nuages qui passent. D'autres sont des tempêtes que tu crées toi-même sans t'en rendre compte. D'autres encore ne sont que de la poussière soulevée par quelqu'un qui a croisé ton chemin. Laisse partir ce qui doit partir. Écris ce qui te pèse. Remets en question ce qui t'effraie. Respire avant de croire à la première histoire que ton esprit invente. Nettoyer l'esprit est un acte spirituel, philosophique et profondément pratique. C'est ce qui rend la légèreté à ce qui était lourd et le silence à ce qui criait en toi. Les stoïciens faisaient cela pour mieux vivre. Toi, tu le fais pour vivre plus libre. Et cette liberté commence par un geste simple, éliminer l'excès pour que l'essentiel puisse apparaître. Numéro 7, crée une routine. Ce que presque personne ne remarque, c'est que ta vie ne se définit pas par les grands moments, mais par les petites habitudes que tu répètes lorsque personne ne te regarde. Lorsque tu n'as pas de routine claire, tu passes tes journées à réagir. Tu éteins des incendies. Tu cours après le temps. Tu essaies de récupérer une sensation de contrôle qui n'arrive jamais vraiment. Les stoïciens comprenaient cela avec une clarté impressionnante. Pour eux, la routine n'était ni rigidité, ni prison, ni contrainte. C'était une forme de liberté. Car un esprit qui ne sait pas où il va devient esclave des distractions, des impulsions, des problèmes et de tout ce qui surgit sur son chemin. Pense à Marc Aurèle. Même en tant qu'empereur, avec des guerres, des réunions, des pressions immenses et des responsabilités écrasantes, il écrivait chaque jour. Il réfléchissait, organisait ses pensées, se préparait à ce qui allait venir. Il savait qu'une vie sans direction devient un navire livré au vent. C'est exactement ce qui se produit lorsque tu te réveilles et que tu laisses la journée te porter sans intention. Sans t'en rendre compte, ton énergie se disperse, ton attention se fragmente, et chaque petite urgence t'éloigne de ce qui compte réellement. Créer une routine ne signifie pas tout faire parfaitement. Cela signifie établir un terrain stable où ton esprit peut respirer, penser et agir avec clarté. C'est décider consciemment quelles petites actions te recentrent, puis les répéter jusqu'à ce qu'elles construisent la vie que tu désires. Cela peut être simple, te lever à la même heure. Lire 10 minutes. Ranger ton espace avant de sortir.
Écrire une courte liste de ce qui est vraiment important aujourd'hui. Marcher quelques minutes. Prendre soin de ton corps. Noter ce que tu ressens. Peu de choses, mais faites avec présence et intention. Voilà ce qui rend une routine puissante. Elle t'ancre. Elle te protège du chaos. Elle te rend le contrôle. Sans routine, tout devient urgent. Avec une routine, seul l'essentiel reste debout. Et il y a quelque chose d'encore plus important. Lorsque tu crées une routine, tu entraînes ton esprit à te faire confiance. Tu te prouves que tu es quelqu'un qui tient ses promesses, qui avance, qui persévère, qui ne dépend pas de la motivation, mais de l'engagement. C'est ainsi que naît la véritable discipline, du simple, du répété, de ce qui semble petit mais construit quelque chose de grand. Alors choisis aujourd'hui un minimum de rituels quotidiens. 2 ou 3 suffisent. Tu n'as pas besoin de plus. Considère-les comme la base de ta force mentale. Car lorsque ta routine te soutient, aucune tempête n'a assez de force pour te renverser. Numéro 8, pardonne-toi. Il existe une prison silencieuse dans laquelle presque personne ne se rend compte qu'il vit, la prison du non-pardon envers soi-même. Tant que tu restes enfermé là-dedans, aucun succès extérieur ne pourra t'apporter la paix. Aucun changement ne te semblera suffisant, et aucune évolution ne se produira réellement. La vérité, c'est que le pardon, surtout le pardon envers soi-même, est la seule chose capable de te libérer véritablement. Lorsque tu ressens de la colère pour avoir perdu cette opportunité qui aurait pu changer ta vie, lorsque tu éprouves de la honte pour les situations que tu as acceptées, pour les paroles que tu as ravales, pour les fois où tu t'es diminué pour les autres, lorsque tu ressens de la tristesse en te rappelant la peur, le doute, les décisions qui n'ont pas honoré la personne que tu voulais être. Tous ces sentiments portent des noms différents, mais leur effet est toujours le même, ils t'attachent à un passé qui n'existe plus. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils savaient que rien n'arrive par hasard, que rien ne se produit contre toi, mais pour toi pour façonner ton caractère, éveiller ta conscience et fortifier ton âme. C'est pourquoi ils ne perdaient pas leur temps à s'enfoncer dans la colère, la culpabilité ou l'auto-apitoiement. Ils utilisaient leur temps pour entraîner la maîtrise de soi. Lorsque tu consacres ton énergie à gouverner ton esprit, tu comprends que ces émotions intenses ne servent pas à évoluer. Elles servent à te maintenir prisonnière. C'est comme un filet de pêche, chaque pensée négative ajoute un tour supplémentaire, chaque souvenir amer resserre le nœud, chaque regret crée un nouveau fil. Et lorsque tu t'en rends compte, tu es complètement empêtré, essayant d'avancer, mais toujours tiré en arrière. Le pardon est la seule manière de briser ce filet. Pardonner ne signifie pas oublier, ni justifier, ni minimiser ce qui s'est passé. Cela signifie cesser de porter sur tes épaules le poids de quelque chose qui ne t'appartient plus. Cela signifie regarder ton histoire avec maturité et dire « J'ai fait de mon mieux avec la conscience que j'avais à ce moment-là. Et maintenant, je choisis d'avancer. » C'est à cet instant que tu recommences à respirer. C'est à cet instant que ta force revient. C'est à cet instant que tu te repositionnes comme la protagoniste de ta propre vie. La culpabilité te paralyse, mais le pardon te redonne le mouvement. La honte te diminue, mais le pardon te rend ta dignité. La colère t'aveugle, mais le pardon te rend la clarté. Et comme les stoïciens le faisaient, toi aussi tu peux décider aujourd'hui que ton passé ne commandera plus ton présent. Te pardonner n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de courage, le courage de te libérer. Numéro 9, développe ta force intérieure. Il existe une force que personne ne voit, mais qui définit chacun des pas de ta vie, la force intérieure. Elle ne naît ni des compliments, ni de la chance, ni des moments faciles. Elle naît de ce que tu traverses, de ce que tu supportes en silence, de ce que tu affrontes même lorsque tu n'es pas certaine d'en être capable. Il existe une loi simple qui gouverne cette force. Après avoir vaincu quelque chose de grand, les petites choses ne t'effraient plus. Après avoir résisté à une douleur profonde, tu deviens capable de gérer des inconforts plus légers sans perdre ton équilibre. Après avoir affronté un conflit difficile, tu gagnes la maturité nécessaire pour traverser de petites disputes avec calme. Après avoir agi avec honnêteté face à des enjeux importants, l'intégrité dans les petites choses devient ta manière naturelle de vivre. Les stoïciens le savaient. Ils comprenaient que chaque grande adversité entraîne quelque chose en toi, quelque chose qui ne revient jamais à son état initial. C'est comme un métal qui, après être passé par le feu, se durcit. Tu en ressors différente, plus consciente de ta capacité, plus sûre de ton propre esprit. La base de la confiance en soi ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans la répétition de petites loyautés envers toi-même. Chaque fois que tu choisis tes valeurs au lieu de la facilité, tu poses une brique. Chaque fois que tu agis avec courage malgré la peur, une autre brique. Chaque fois que tu dis la vérité alors que le mensonge serait plus commode, une brique de plus. Brique après brique, tu construis en toi une structure invisible, mais capable de tout soutenir, la certitude profonde que tu es capable de faire face à ce qui viendra. Cette force intérieure n'apparaît pas d'un seul coup. Elle ne surgit pas dans un moment d'illumination. Elle se forme dans le quotidien,
Le jour où tu as décidé de respecter tes limites, le moment où tu as affronté ce que tu évitais depuis longtemps, la conversation difficile que tu as eu le courage de tenir, le « non » que tu as prononcé pour te protéger. C'est ainsi que le caractère se construit. C'est ainsi que le courage s'aiguise. C'est ainsi que l'estime de soi se relève après des années en ruine. Pense à la force intérieure comme à une racine. Elle ne se voit pas à la surface, elle n'attire pas l'attention, elle n'a pas besoin de se prouver. Pourtant, c'est elle qui maintient l'arbre debout pendant la tempête. Plus elle est profonde, plus tu deviens stable. Chaque choix aligné avec tes valeurs les plus élevées renforce cette racine. Chaque attitude intègre, même petite, façonne en silence la personne que tu es en train de devenir. Et plus tu répètes ces comportements, plus ils cessent d'être un effort pour devenir ton identité. La force intérieure n'est ni une question de chance, ni un don, ni un destin. C'est une construction. C'est de la discipline. C'est le travail discret de vivre en cohérence avec la personne que tu veux réellement être. Et lorsque cette force grandit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde cesse de t'intimider, car tu découvres que la véritable sécurité n'a jamais été à l'extérieur. Elle a toujours été en toi. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si ce message t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, continue à avancer, à réfléchir, à grandir et à construire, surtout ta force intérieure.